Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Très heureux de vous retrouver. Et ce soir, nous parlerons du nouveau gouvernement à venir, évidemment, en continuité ou ouverture. Et on parlera également de la libération des députés PDCI. Peut-être un geste d'apaisement. On en parlera avec nos invités en plateau ce soir. Commençons par Victor Junior Djoukoui. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Jérôme Ngri. Bonsoir, Koulo. Bonsoir, Yacouba Sangaré. Bonsoir, Koulo. Et Lanciné Bakayoko. Bonsoir, Lanciné. Bonsoir, Kolo, bon retour. Merci, Lanciné, messieurs. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Cette semaine, le président de la République a signé plusieurs décrets mettant fin notamment aux fonctions des membres du gouvernement. Quelle configuration à venir pour la nouvelle équipe gouvernementale? On en parle d'abord avec Davis Oyo et on se retrouve juste après. À la suite des élections législatives du samedi 27 décembre 2025 qui ont vu l'élection de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Robert Begremombe a rendu sa démission ainsi que celle de son gouvernement, indique le communiqué de la présidence de la République du 7 janvier 2026. Un communiqué marquant la dissolution du gouvernement Robert Begremombe. Les fonctions des ministres gouverneurs des districts autonomes, des ministres d'État, des ministres et des ministres conseillers à la présidence de la République ont également pris fin. Toutefois, pour éviter toute vacance du pouvoir, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. La période d'intérim technique durera jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de gouvernement et d'une nouvelle équipe ministérielle. Cette démission collective ouvre-t-elle la voie à un remaniement profond avec l'entrée au gouvernement de nouvelles personnalités? Le président de la République, Alassane Ouattara, misera-t-il sur la continuité pour relever les défis de l'année 2026? Alors, messieurs, on va commencer par commenter et surtout par répondre à cette question. Davis Oyo en parlait à l'instant. Ouverture, continuité. Je commence par vous, Victor Junior Djoukoui. Bon, le président Alassane Ouattara était déjà là. Il a été réélu. Je ne vois pas réellement ce qui peut l'amener à changer la ligne politique qu'il avait. Première chose. Donc, de mon point de vue, ce sera la continuité. Mais la continuité avec qui? Et la continuité pour faire quoi? Avec ceux qui vont être élus. Répondez à ces deux questions vous-même. D'accord. Donc, premièrement, on va s'intéresser aux personnes. Moi, je le dis tous les jours, le RHDP n'a pas de cadre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, dans ses gouvernements successifs, les mêmes noms se sont répétés. Le seul nom étranger qu'on a vu, c'était Abdelrahmane Cissé, qui malheureusement n'a pas supporté la politique scabreuse du RHDP. C'est pas trop fort. Hein. Non, bon, ça c'est ce que je constate. Il a démissionné. Il n'a pas été... On parle de l'expression. Oui, non, mais l'expression vient de ce qu'il a démissionné. Il n'a pas supporté cette politique-là. Il a démissionné et puis il est parti. C'est parce que justement, elle n'était pas bonne. Donc l'adjectif qualificatif qui me vient à l'esprit, c'est scabreux. Aussi simple que ça. À côté de ça, je me pose beaucoup de questions. Quand on prend le cas, par exemple, du ministre Agoumani, du ministre d'État Agoumani, de Nalé Kaba, etc., qui sont dans le gouvernement depuis des lustres. Comme si... il n'y avait pas d'autres personnes capables de faire le travail qu'ils font. Certains pourraient aussi vous dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Non, pas dans ces conditions-là. Parce que moi, je vous dis, prenons le cas, par exemple, du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassene Batouré. De vous à moi, en toute honnêteté, dites-moi, qu'est-ce que cette dame-là a apporté à cette équipe gouvernementale? Je n'en vois pas. C'est le cas, par exemple, aussi de la ministre de la Solidarité, de la Pauvreté, etc., qui a des portefeuilles importants, mais qui, malheureusement, au lieu d'être la ministre de tout le monde, a choisi un cas, elle fait de la politique,
en partant, en insultant des leaders politiques, etc. Donc vous comprendrez aisément que... Mais on ne va pas aussi faire le procès. Hein. Oui, je ne fais... Non, moi c'est un constat. Ce que je dis là, c'est dans la mémoire collective. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est dans la mémoire collective. Donc il y a cet élément-là. Donc le RHDP n'a pas de cadre et le RHDP va prendre le vieux pour faire du neuf. Première chose. La deuxième chose, il y a... S'ils sont élus, s'ils ont rentré au gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont appliquer? En réalité, comme ils étaient déjà dans le gouvernement et ils n'ont rien appliqué. Donc, ils vont continuer la même politique de la vie chère, bon, parce qu'ils n'auront rien véritablement à nous proposer. Moi, quand je prends le cas du ministre de la Communication, en toute honnêteté, ce monsieur n'a véritablement rien apporté à la communication. Bien au contraire... Je disais à l'instant... Bien au contraire, j'ai fini. Bien au contraire... il a fait voter des lois liberticides sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, moi, je n'entends rien de nouveau parce qu'il n'y aura rien de nouveau sous les soleils de Côte d'Ivoire. Lansini Bakayoko. Je dois avouer ma gêne d'entendre cette personnalisation du discours de la part de M. Diokoyi. Je crois qu'ici, dans le cadre de l'État, on parle d'un gouvernement. Mais j'ai l'impression qu'il a des problèmes personnels avec un certain nombre de personnalités et qu'il est venu ici pour faire un règlement de compte. Mais pas du tout. Je crois que ça ne devrait pas être notre objectif ici. Nous ne sommes pas là pour régler des comptes. Mais pas du tout. Nous sommes là pour analyser la dissolution du gouvernement et éventuellement le gouvernement qui va être mis en place. Moi, je pense qu'il faut aussi éviter l'instabilité gouvernementale. C'est-à-dire que s'il y a instabilité gouvernementale, les projets vont être mal alignés, mal ficelés. Parce que quand il y a un nouveau ministre qui vient, ça suppose qu'il va falloir regarder encore dans les dossiers, faire les visites de sous tutelle, et ça peut mettre du temps. Or, le président Alassane Ouattara a dit qu'il y a encore toujours des urgences qu'il va falloir résorber. Maintenant, je conviens qu'il faut opérer quand même régénérer le gouvernement. Il faut mettre de nouvelles personnalités, mais tous sont dans la vision du chef de l'État. Parce que c'est un programme qui a été élu. C'est le programme du chef de l'État. C'est ce programme-là qui a été plébiscité par l'ensemble des Ivoiriens qui va être implémenté. Donc que ce soit X ou Y, je ne vois pas tellement d'intérêt, sauf à vouloir voir de nouveaux visages autour du chef de l'État. Ça, je peux comprendre, ça relève du sentiment, ça relève de l'affectif. Mais ce qui peut intéresser les Ivoiriens et la population, à mon avis, c'est la capacité à régler les problèmes des Ivoiriens. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'eau, est-ce que le ministre qui vient à l'hydraulique va me permettre de booster les recommandations du chef de l'État qui sont contenues dans son projet de société, dans son programme de gouvernement? Parce que dans ce programme, le chef de l'État a dit qu'il va donner de l'eau à toute la population. Donc, je ne m'intéresse pas nécessairement aux individus, mais plutôt à l'action. Parce que nous sommes ici dans un gouvernement et c'est l'action qui compte. C'est-à-dire, nous sommes dans l'opérationnalisation de la politique du programme de société du chef de l'État. Donc, pour moi, je suis d'accord qu'il va falloir faire quelques ajustements, mais surtout pas un gouvernement d'union nationale. Parce que parfois, ça aussi, je l'entends, nous ne sommes pas en crise. Nous ne sommes pas en crise et donc on ne peut pas faire entrer des personnes qui n'ont pas la même vision que le chef de l'État. Des gens qui sont en contradiction flagrante, qui n'ont jamais été d'accord avec ce que le chef de l'État dit. Je pense que ça ne ferait pas sérieux d'intégrer ces personnes-là. Auquel cas, ils devraient s'arrimer. Et quand ils disent s'arrimer à 100% dans la vision du gouvernement, ils ne devraient rendre de compte à personne d'autre qu'au chef de l'État. C'est un sujet qui revient très souvent, Jérôme Dri. Chaque fois qu'un gouvernement est dissous, on pense tout de suite à une sorte d'ouverture, éventuellement, si cela peut arriver. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut y avoir cette ouverture, ou alors c'est juste une continuité qui arrive? Non, pour moi, il ne peut pas avoir d'ouverture parce que le pouvoir RHDP nous a déjà habitués à ce dont nous assistons aujourd'hui. Bon, on fait languir, on fait croire qu'il y aura un gouvernement, un renouvellement un peu de la classe au niveau du gouvernement. Et
C'est un simple jeu de chaises musicales que nous assistons. C'est-à-dire on prend X, on le met vers Y, on déplace Y, on envoie vers Z. Vraiment, c'est ce à quoi on assiste. Et il faut rappeler que sous le président Ouattara, nous avons connu 7 premiers ministres. Et Bégué Mambé est le 6e gouvernement de la 3e République. Mais depuis lors, les visages n'ont pas changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Cela donne le sentiment, et là je rejoins un peu Djokovic qui dit, ça donne le sentiment qu'au niveau de RDP, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Bakayoko me parle d'instabilité gouvernementale. Non, il n'y a pas d'instabilité gouvernementale. Il y a quand même ce qu'on appelle la continuité de l'État. Une nouvelle personne, il faut essayer d'autres intelligences. Il y a de jeunes cadres ivoiriens aujourd'hui qui sont très excellents, qui peuvent apporter leur touche à l'action gouvernementale. Mais il ne faudrait pas dire que sous le prétexte d'instabilité gouvernementale, on va conserver du gouvernement Soro 4, qui a été mis en place le 1er juin 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont comme des vétérans dans le gouvernement, c'est des intouchables. Ça fait près de 30 ans, il y a des ministres, bon, je ne citerai pas comme Djokovic, il y a des ministres. On n'est pas là. Non, je n'ai même pas personnalisé. Il y a des ministres qui étaient ministres sous le président Gbagbo, qui sont encore ministres jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire ça fait près de 25 ans ils sont ministres. Mais bon, donc on se demanderait, leur poste là, il n'y a aucun Ivoirien qui à leur niveau, qui peut faire ce travail qu'ils font. C'est le sentiment, c'est l'idée qui tortille dans l'esprit des Ivoiriens. Moi, je pense qu'à regarder de près, il n'y aura rien de nouveau sur le soleil. Parce que, généralement, on nous fait languir et la montagne n'accouche que d'une souris. Mais ce que je souhaite par contre, il ne faudrait pas qu'il y ait un gouvernement d'ouverture, c'est mon sentiment. Il faudrait que le RADP puisse gérer, puisse nommer ses ministres pour qu'on puisse juger le travail de ces ministres. Parce que très souvent, on fait un mauvais procès au président Laurent Gbagbo. À l'époque, on dit non, il n'a pas travaillé, mais le gouvernement sous le Laurent Gbagbo était composé de qui? Il y avait des ministres issus des forces nouvelles, des ministres issus de RDR, des ministres issus du PDCI. Mais attends, c'était ce conglomérat qui dirigeait. Il avait appelé ça en son temps un gouvernement Zassa. Voilà, un gouvernement Zassa. Aujourd'hui, quand on veut juger le travail de ce gouvernement, on juge mal le travail du gouvernement sans même tenir compte que dans ce gouvernement, tout le monde était représenté. C'est pourquoi l'ouverture ne serait pas vraiment la bonne chose. Il faudrait que le RADB continue. Mais ce qu'on souhaite pour une première fois, il faudrait que ces vétérans du gouvernement puissent se reposer un peu, les intouchables, parce que je disais tout à l'heure que si on était à l'équipe nationale, on aurait dit que certains ministres ont 105 sont à la 105e sélection, mais 30e sélection. De la même manière où on juge les anciens au niveau des éléphants, où on demande à ce que caissiers puissent aller se reposer, il faudrait que des ministres vraiment fasse la place quand même à une nouvelle génération, parce que le président de la République lui-même, lors de son message, il a dit que ce mandat est placé sous le renouvellement générationnel. Oui, on en parlera tout à l'heure. Oui, moi je pense qu'il n'y aura pas d'ouverture en tant que tel, parce que le président de la République, je pense qu'il a toujours été constant dans cette démarche-là. Il a toujours dit que lui, il n'est pas pour un gouvernement d'ouverture d'union nationale, comme certains l'ont dit sur le plateau. Et moi, je comprends cela, parce que dans ce type de gouvernement, il y a des gens qui peuvent dedans et travailler plutôt pour leurs intérêts politiques, pour leur chapelle politique, ne pas forcément suivre la ligne directrice du gouvernement. Donc cela n'est pas vraiment assez productif. Et je pense que le président a raison de rester dans la démarche qu'il a choisie. Et cette démarche, d'ailleurs, porte des fruits. Et je pense que ce gouvernement a, depuis 2011, les différents gouvernements successifs, sur le leadership du président de la République, au regard de la transformation du pays, ils ont quand même abattu du travail. Ils ont un bilan assez positif et je pense que c'est des cadres qui ont une compétence avérée dans la gestion des affaires publiques. Ensuite, maintenant, après cette élection présidentielle, évidemment, je comprends l'attente des populations. Il y a des gens qui veulent voir de nouvelles figures. Mais je pense qu'il appartient au président de la République, qui connaît mieux son gouvernement, ceux avec qui il travaille, et de la vision qu'il a pour le pays, de pouvoir décider s'il doit insuffler du sang nouveau. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de cadres, contrairement à ce que Djokovic dit, il y a beaucoup de cadres dans l'administration RHDP. Ne voyez pas que le gouvernement, il y a des gens qui ne sont pas ministres, mais ils travaillent dans l'administration publique et ce sont des cadres compétents qui peuvent avoir le profit d'être ministre, d'occuper des postes de responsabilité. Et je pense que le président de la République en est conscient. Maintenant, la population entend ça, mais la politique aussi, c'est pas de l'émotion. L'action gouvernementale, c'est l'efficacité. Donc, le président a besoin des gens qui pensent à même d'incarner sa vision et de répondre à son attente par rapport à eux dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de gouvernement. Il s'agit de bâtir une grande Côte d'Ivoire solidaire et ambitieuse.
Donc, c'est à lui de décider, de voir s'il va insuffler de nouveaux visages, de nouveaux... Maintenant, c'est à lui de voir, mais il reste à voir la proportion. Moi, sur cette question, j'ai peut-être un plaidoyer, si je peux le faire, c'est les femmes. On constate que dans le précédent gouvernement, il y a 34 ministres, mais il n'y a que 6 femmes. 6 femmes, donc quand on fait le ratio, c'est vraiment 17,64%, 18% environ, on est loin des 30%. S'il devrait injecter du sang nouveau, je souhaiterais qu'on relève le niveau de représentativité des femmes dans le gouvernement pour qu'on puisse se rapprocher peut-être des 30%. Et je pense qu'on a des femmes capables en Côte d'Ivoire d'occuper des postes dans le gouvernement et de remplir convenablement les tâches gouvernementales. Voilà. Djokoui, vous n'êtes pas vraiment prononcé sur l'ouverture ou non concernant cette formation gouvernementale. Moi, personnellement, je ne le souhaite pas. J'estime que quand un parti politique est allé à une bataille électorale qu'elle a gagnée, elle va à cette bataille électorale avec son programme de gouvernement. Donc, quand ce candidat a été élu, il faut lui laisser la latitude de gérer son mandat comme il veut et avec qui il veut. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord avec les gouvernements d'ouverture. Mais je rejoins à ce niveau mon jeune frère Bakayoko Lassine qui disait que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Effectivement, la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Moi, je souhaite le gouvernement d'union nationale, d'ouverture, etc., quand le pays est en crise. Mais on est allé à une élection, c'est vrai, on ne l'a pas souhaité comme elle s'est passée, parce que c'était une mauvaise élection, il faut le dire, mais dans tous les cas, il est ressorti un président de la République qui avait un programme de gouvernement. Il faut le laisser gérer son mandat avec qui il veut. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais je voudrais quand même répondre à mon ami Bakayoko qui disait que on cherche plutôt la solution au problème, mais pas les personnes qui doivent appliquer ces solutions-là. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans un gouvernement, on n'est pas ministre qui veut. C'est vrai qu'on doit régler les problèmes, mais on choisit les personnes selon leur capacité à régler ces problèmes avant de les mettre au gouvernement. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans certains gouvernements, on demande des technocrates. Je vous le dis au RHDP, ça n'existe pas. Parce que vous m'en voulez d'avoir cité des personnes, mais comme nous sommes à un débat et qu'il faut clarifier les choses pour éclairer la lanterne des Ivoiriens, effectivement, on a cité des personnes, mais il y a des ministres qui n'ont pas le droit d'exister. Parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais rien foutu. Il n'y a même pas un décret pour essayer d'améliorer. Vous savez, en France, par exemple, on parle de loi Balladur. Mais nos ministres, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de proposition de loi pour améliorer... Ça, c'est à l'Assemblée nationale. Hein. Oui, je suis d'accord, mais c'est quelqu'un qui porte la loi à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit votée. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Bien au contraire, tout ce qu'on a vu, c'est les lois liberticides, voilà, etc. D'accord. Alors, ce que je veux dire. L'ancien Bakayoko, et c'est Jérôme qui en parlait tout à l'heure, il nous rappelait ce pan du discours du chef de l'État. Est-ce que vous pensez justement qu'il y aura peut-être là un signe de cette transmission générationnelle? Moi, je pense que ce réquisitoire musclé que je viens d'entendre là n'a pas sa raison d'être. Et puis, moi, je trouve quand même sévère qu'on accuse le chef de l'État d'immobiliser au niveau de la formation de ses gouvernements successifs. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs ministres qui ont été changés depuis qu'il est venu au pouvoir en 2011. On n'a pas le temps de les énumérer. Mais je peux vous assurer que tous les portefeuilles ministériels ont déjà été changés au moins une fois. Tous les postes ministériels aujourd'hui, ceux qui y sont aujourd'hui, ce n'étaient pas ceux-là qui étaient là au départ. C'est des jeux, mais Jérôme l'a dit, c'est des jeux. Il crée qu'à la place de c'est des jeux musicales. Voilà, monsieur, laissez l'enseigner. Rien changé, c'est les mêmes personnes, les mêmes visages. C'est la fixation sur les individus. Il y a l'action, mais les hommes là ne font pas avancer la politique. Junior, non, laissez l'enseigner terminer. D'abord, je voudrais donc préciser que, en fait, il y a une méconnaissance. Je comprends pourquoi Laurent Gbagbo a plongé la Côte d'Ivoire dans... On retombe dans l'histoire. Laissez l'enseigner terminer. Je comprends pourquoi Laurent Gbagbo a plongé la Côte d'Ivoire dans ce qu'il est advenu en 2000 et 2010. Et quand vous parlez de gouvernement de Zassa, c'est le fait qu'il ait été dans l'incapacité de maintenir la cohésion et la stabilité
que nous sommes tombés en crise et qu'il a été dans l'obligation. S'il vous plaît, son rôle, c'était de contenir toute rébellion. On va revenir donc au sujet. Non, je crois ce n'est pas les menaces qui manquent aujourd'hui. La transmission générationnelle. Ce n'est pas les menaces qui manquent aujourd'hui. Mais je crois que la capacité du chef d'État, c'est de pouvoir garantir la sécurité. Parce que sur ce point, il a prêté serment. Je crois que c'est le premier point quand on prête un serment. Maintenant, sur la transmission générationnelle, je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Parce que déjà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce gouvernement. Et je crois qu'il en est pleinement conscient quand il ne dit pas de il. Ici, il, c'est le chef de l'État. Parce que, imaginez-vous, qui a envoyé les Abdourahmane Sissé, les Sidi Tchomoko Touré, les Touré Mamadou, les Souleymane Diarra-Souba, les Remarques, tous ceux-là, les Nasseneba, je crois que c'est le chef d'État qui les a envoyés. Eux ne sont pas de la génération. Quand je parle de génération, je parle d'âge du chef de l'État. Donc ça veut dire qu'il a le souci d'aller piocher chez les jeunes pour les mettre en orbite, pour les mettre dans l'action. Et le résultat est là. Je crois que personne ne peut contredire aujourd'hui, contester aujourd'hui que l'efficacité du gouvernement, en tout cas des gouvernements successifs, est inopérante. C'est clair et net que la Côte d'Ivoire fait des progrès énormes. Maintenant, bon, faire des fixations sur les personnes, je suis d'accord que ça peut être gênant de voir toujours les mêmes personnes dans nos écrans et partout où on va. Je peux comprendre cela, qu'il faut changer, mais on ne change pas pour changer. Parce qu'en fin de compte, le gouvernement, ce n'est pas une tontine. Ce n'est pas une tontine qui fait que toi, tu prends aujourd'hui, moi, je prends demain. Non. Il s'agit de mettre les gens pour faire avancer la cause nationale, pour faire émerger la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur une très bonne trajectoire. Donc, en fin de compte, le changement générationnel ne sera pas un basculement systématique ou bien automatique, mais ce serait par dose homéopathique. Et nous sommes déjà, dans le canevas. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont appris à gouverner. C'était loin. Ce n'était pas le cas entre 1993 et 2010. Ça, c'est une évidence que personne ne peut aujourd'hui remettre en question. Jérôme Dvi, je vois que je suis un peu surpris quand j'entends parler Bakayoko. Je pense que c'est pas bien séant de pouvoir prendre l'exemple du passé et puis essayer de comparer au présent. Je pense que le président Alassane Ouattara, quand il venait au Côte d'Ivoire, il venait à la tête de ce pays, a proposé un programme de gouvernement qui a été adopté par les Ivoiriens. Il a dit qu'il venait pour changer les choses, donc comparer ce que nous tous on croyait mauvais à ce qui est bon. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas changé aujourd'hui? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas changé? Il a radicalement changé. Positivement. Sur votre sphère politique, pour nous, ça n'a pas changé. Si, le pays a changé. Il y a des actes concrets. Il ne faut pas nier l'évidence. Messieurs, sinon je passe votre tour de parole. Donc je vais aller sur les faits. Prenez un gouvernement de 36 ministres. Depuis je peux donner la date, depuis le 1er juin 2011, avec le gouvernement Soro 4. Jusqu'à aujourd'hui, on a plus de une vingtaine de ministres qui sont encore ministres depuis cette date, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Non, ce n'est pas les personnes qu'on ne veut pas voir. Parce que ça donne le sentiment que dans cette équipe, il y a des personnes qui détiennent des postes où personne d'autre en Côte d'Ivoire, où aucun individu en Côte d'Ivoire ne peut exercer ce... Non, c'est pas ça. Il faudrait... Tu as parlé tout à l'heure de jeunes cadres très dynamiques qui sont... Il y a une intelligence qui est née aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut expérimenter ces personnes-là aussi pour voir. Parce qu'un poste de ministre, c'est pas un poste fixe où quelqu'un est là, il est là jusqu'à la retraite. C'est pas possible. Je t'ai donné un exemple, c'est où il y a des ministres, pour ne pas les citer, depuis le gouvernement Gbagbo, ils sont ministres. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 25 ans qu'ils sont au gouvernement. C'est vrai. Emile Tehi Bodjina, Paul Djidibo, on fait plus de 30 ans au gouvernement. Mais monsieur, parce qu'on veut changer les choses. C'est pas un fait nouveau en fait. Non, mais c'est pas un fait nouveau. Yacouba, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous voulez changer les choses. Mais Jérôme, vous allez terminer maintenant. Si vous voulez changer les choses, vous n'allez pas vous appuyer sur ce que vous avez vu comme mauvais pour pouvoir changer les choses. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Ivoiriens ont besoin que ce gouvernement soit renouvelé et besoin qu'il y ait des jeunes cadres, si encore il y a des jeunes cadres au RDP, parce que moi je dis toujours, ça donne le sentiment qu'il n'y a plus de jeunes cadres au RDP. Si encore il y a des jeunes cadres au RDP, il faudrait que le président de la République leur donne la chance de pouvoir apporter leurs pierres à l'édifice. Parce que les mêmes personnes ne peuvent pas gérer ou bien conduire les affaires de l'État jusqu'à la fin. Autre chose que je voulais... Très rapidement, s'il vous plaît. Je voulais ajouter, c'est que
c'est vrai, on a eu 7 premiers ministres depuis que le président Alassane Ouattara est là. C'est la preuve que les choses changent. Si on a 7 premiers ministres, non, on dit que le les choses constat, changent. c'est que les premiers ministres changent, mais les hommes qui sont dans le gouvernement ne changent pas. Bon, on aurait souhaité, par exemple, que quand un premier ministre qui vient avec une vision, il faudrait qu'il soit entouré aussi des personnes. Mais la vision, c'est celle du chef de l'État. Non, si. D'accord, alors. C'est la vision du chef de l'État. Il n'y a pas d'autre vision. Mais c'est pas des mêmes personnes. Un premier ministre ne vient pas avec sa vision. Il y a une seule vision, c'est celle du chef de l'État. Non, Lanciné, s'il vous plaît. Lanciné, s'il vous plaît. Je termine. Jérôme, terminez. Yacouba prend la parole. Ensuite, Diokoyi, le président de la République donne un mandat à un premier ministre qui, généralement, on dit que c'est le premier ministre qui propose son gouvernement. Mais le constat que nous faisons en Côte d'Ivoire ici, c'est qu'on dirait que c'est l'ancien gouvernement qui est proposé au premier ministre. Merci, Jérôme. Yacouba? Non, moi, je pense que il ne faut pas attendre un renversement total de la table. Je pense que ça, c'est illusoire. Ça ne se fait dans aucun pays au monde où un président en fonction d'un gouvernement à l'autre, il renverse complètement la table en cherchant tout le monde. Ça ne se fait pas. Le changement s'est fait à dose homéopathique, petit à petit, un peu. Et je pense que le président... Non, si le Jérôme, s'il vous plaît. Tu as dit qu'il y a une vingtaine de ministres qui sont là, mais quand on calcule aussi, il y a une dizaine de ministres qui sont entrés progressivement au gouvernement de 2011 à aujourd'hui. Et le président a permis l'émergence, quand on regarde dans le rétroviseur des ministres. Il a parlé Touré Mamadou, Sidi Touré, Amédée Kouakou, c'est ça. Il n'était pas ministre en 2011. Vous finissez par le citer. Hein, non, pardon. Sans personnaliser les cas. Mais voilà, sans personnaliser les cas. Parfois, vous faites des commentaires un peu durs. Hein. Ouais, vraiment. Donc, sans personnaliser les cas, je vais dire que de 2011 à aujourd'hui, il y a des ministres qui sont progressivement, qui ont émergé progressivement, qui sont rentrés. Donc, il y a quand même un changement progressivement. Maintenant, ce qu'eux, ils demandent, qu'on renverse la table complètement, change. Non, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ça. Parce que nous demandons. Il peut y avoir de nouveaux visages. Il peut y avoir de nouveaux visages, mais il ne faut pas s'attendre à un changement radical. Ça ne se fait pas parce que l'action gouvernementale, c'est une continuité. Et ce gouvernement est dans une dynamique depuis 2011 où il y a des programmes qui suivent et dans la réalisation, l'application, pardon, du programme que le président a mis en place pour le développement du pays. Donc, ça se fait dans la continuité. Moi, vous pensez que le président n'est pas conscient qu'à un moment donné de la trajectoire qu'il faut de temps en temps injecter du sang? Il le fait déjà depuis 2011. Donc, moi, je pense que soyons patients, attendons le nouveau gouvernement, on verra ce qu'il en sera. Junior Diokoyi. Oui, je voulais dire à nos amis que le problème du RHDP, les ministres RHDP, c'est qu'ils sont beaucoup plus hommes politiques que des techniciens, des techniciens sectoriels. C'est pas vrai. C'est tous des hommes politiques. Et donc, justement, quand on leur confie un travail, ce travail-là n'est pas bien fait. C'est pour cette raison que, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore en Côte d'Ivoire de cherté de la vie. Mais c'est toutes les couches sociales qui ont crié, qui ont pleuré, qui ont gémi pour parler justement de cette cherté de la vie. Mais rien n'a changé. Donnez-moi juste une seule proposition qui a été faite par ce gouvernement pour essayer de soulager les populations. Il n'y en a pas eu. Il y a eu le blocage, le plafonnement des prix, il y a la subvention des produits pétroliers. Non, il ne faut pas nier. Il y a eu des actions concrètes. Il y a eu la subvention des prix des produits pétroliers. On ne peut pas nier des actions concrètes. Yacouba, laissez-le terminer. On va ressentir encore des villages où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Alors que les ministres nous ont fait croire qu'on était à 97%. Jérôme, s'il vous plaît. Mais vous comprenez. Donc, ce que je veux dire, il nous faut choisir des techniciens, des personnes qui ont la bonne conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans le gouvernement, de la responsabilité qu'on leur a donnée, et puis laisser tomber complètement la politique. Parce qu'ils sont plus zélés, plus forts en politique que dans le travail qu'on leur a donné. Et justement, ça retarde non seulement la Côte d'Ivoire, mais ça retarde également l'action gouvernementale. L'ancien qui voulait réagir, on va y aller rapidement. Diokoyi, tu es un négateur patenté des évidences. Et ça, moi, ça me gêne. Moi, je trouve que c'est une injure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je retire. Il va retirer l'expression. Je retire. Vous n'êtes pas un négateur patenté des évidences. Je retire. Mais je crois qu'il faut quand même avoir être en conflit avec les évidences pour pouvoir dire ce que j'ai entendu. Sangaré a parlé, il y a eu le recul des prix des produits pétroliers, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes... sur la cherté de la vie, il y a un plafonnement. C'est vrai qu'il y a des problèmes conjoncturels
qui font qu'aujourd'hui les prix sont à la hausse. Et je crois que c'est un phénomène mondial. Je sais que nous en souffrons aussi, mais nous ne sommes pas les seuls. C'est tout le monde entier aujourd'hui qui est confronté pour des questions de déséquilibre structurel mondiaux qui font que il y a des hausses parfois des prix. Et ça ne peut pas être imputable à un gouvernement. Merci Lancinet. On va parler maintenant du deuxième sujet. Après les législatives, des députés dont Soumaïla Bredoumi sont sortis de prison, peut-être un geste d'apaisement. Davis Oyo nous en parle. Et juste après vos analyses, messieurs. Le porte-parole du PDC RDA, Soumaïla Bredoumi, est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Information rendue publique par son avocat Ange Rodrigue Dadje le mercredi 7 janvier dernier. Soumaïla Bredoumi avait été inculpé et écroué pour 18 chefs d'accusation, entre autres actes terroristes, assassinat, complot contre l'autorité de l'État, attentat contre l'autorité de l'État, atteinte à l'ordre public, atteinte aux opérations électorales et participation à une manifestation interdite ou non déclarée, y compris destruction volontaire de biens, organisation d'une bande armée, vol et apologie des crimes de meurtre. Face à ces chefs d'accusation, le député de la Nation, réélu récemment dans la circonscription électorale 078, continue de plaider non coupable. Le président de la JPDCI rurale, Innocent Yao, bénéficie également d'une mise en liberté provisoire depuis le 7 janvier 2026. Comme Soumaïla Bredoumi, il a été élu lors du scrutin législatif du 27 décembre 2025, précisément dans la circonscription électorale de Wele-Ananda. Il avait été interpellé le 4 juin 2025 par la police de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, à la suite d'une publication diffusée sur les réseaux sociaux. Faut-il percevoir ce geste comme un signe d'apaisement ou comme une simple application de l'immunité qui entoure le député de la Nation? Alors, messieurs, je commence par vous, Victor Junior Djokoui. Quelle analyse faites-vous de ce geste, on va le dire ainsi? Bon, ce n'est pas un geste d'apaisement. Le RHDP n'a jamais voulu l'apaisement. Le RHDP n'a jamais posé un seul acte d'apaisement. Depuis, je veux dire, depuis avant l'organisation des élections que nous avons connues. L'élargissement des 2 députés n'est pas le fait du RHDP. C'est les populations qui ont imposé cet élargissement-là au RHDP. Donc ce n'est pas un geste qui vient du RHDP. Je vais vous dire, si le RHDP voulait faire de l'apaisement, on ne libère pas 2 personnes. Il y en a 1000 en prison. Pour rien, simplement parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas un 4e mandat injuste, illégal et anticonstitutionnel. Ils se sont opposés, ils ont dit non, parce que leurs leaders politiques n'ont pas été choisis, n'ont pas été mis sur la liste électorale d'abord, et ensuite pris comme candidat. Rien que pour ça. 1000 personnes, je vous dis, plus de 1000 personnes, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le procureur de la République lui-même qui le dit. Ils sont en prison. Quand on veut faire un apaisement, on ne libère pas 2 personnes. On libère 1000 personnes. La suppléante de Michel Gbagbo, Pascal Zaouli, elle a été attrapée la nuit chez elle à la trompiste et puis elle a été conduite à la Maca. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, rien ne justifie sa présence en prison. Quand on veut faire de l'apaisement, c'est ceux-là qu'il faut libérer. Il faut libérer Dida Kwasi Moïse. Il faut libérer l'ambassadeur Boubacar, etc., etc. Ensuite, quand on a fini ça, il faut libérer, il faut faire rentrer Soro Guillaume. La Constitution dit qu'un Ivoirien ne doit pas être en exil. Longtemps, 6 ans, 7 ans. Ce n'est pas normal. Maintenant que nous sommes passés à des élections, le RHDP nous a imposé leur candidat. Le RHDP a dit que leur candidat n'a qu'à nous gouverner. D'accord, on est d'accord. Il a gagné, on est d'accord, c'est bon, laissons tomber. Maintenant, le RHDP au pouvoir, on demande pardon. Ils n'ont qu'à libérer toutes ces personnes-là, qui n'ont pas leur place en prison. Vraiment, moi, je demande pardon au président de la République. Maintenant qu'il est élu, il va faire son gouvernement, il n'a qu'à libérer toutes ces personnes. Parce qu'on ne s'amuse pas avec la vie des gens en les mettant en prison. Ce n'est pas juste et ce n'est pas normal. On a comme l'impression que, moi, quand je vois ça, j'ai comme l'impression qu'on n'est plus dans le pays de Fouboyer. Le pays de paix. On n'est plus dans ce pays, on est dans un autre monde. L'ancien Bakayoko? Je suis mal à l'aise devant
un tel argumentaire. Kolo, n'oublions pas qu'un gendarme qui était en mission, commandé pour la République, c'est-à-dire nous tous les Ivoiriens, y compris Jérôme, y compris Junior, ce gendarme-là, qui était allé pour nous protéger, nous tous, a été exécuté. Ça, il faut le savoir. Je ne dis pas, je ne passe pas par perte et profit les autres personnes, les autres Ivoiriens qui sont passés de l'autre côté à travers ces manifestations. Mais ces manifestations, je ne justifie rien, mais ont été provoquées par des gens qui étaient contre la normalité, qui ne voulaient pas que les élections se tiennent. Or, les élections, c'est un élément incompressible de la Constitution. Et des gens ont voulu s'opposer à la mise en œuvre de la Constitution. C'est-à-dire, ils ont voulu faire barrage à l'existence de la Côte d'Ivoire en tant qu'État. Mais les personnes ne sont pas, les 1000 personnes dont on parle ne sont pas supérieures à la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est supérieure à nous tous, y compris les 1000 personnes. Encore que ces 1000 personnes avaient fait le choix de mettre en péril la vie de 32 millions d'Ivoiriens. Donc je crois que soyons mesurés. Ne disons pas que ceux qui sont en prison n'ont rien fait. Laissons le procureur faire son travail. Et le procureur que nous connaissons, c'est quelqu'un de rigueur. C'est quelqu'un d'efficace. C'est quelqu'un qui est attaché profondément à l'état des droits. Maintenant, on dit, est-ce que c'est un geste d'apaisement? Je crois que c'est là qu'il faut féliciter les autorités judiciaires. C'est là qu'on dit qu'il y a la démocratie. Parce qu'en réalité, ces personnes qui sont arrêtées ne sont pas encore condamnées. Ils sont des personnes présumées. C'est-à-dire qu'ils sont soupçonnés. Ils ne sont pas condamnés. Bon, s'ils ne sont pas condamnés et que la population, une partie du peuple ivoirien les a investis, il faut les remettre à la disposition de ce peuple ivoirien en attendant que la justice se prononce. Ouais. Parce qu'en réalité, ils sont en liberté provisoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abandon de poursuite. Ils sont toujours poursuivis. Mais comme ils ne sont pas condamnés, ils viennent exercer leurs droits. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Le procureur a plusieurs mécanismes. Il aurait pu les mettre, même avant même qu'ils soient incarcérés, les mettre sous contrôle judiciaire. Il aurait pu les maintenir en liberté, mais poursuivis. Donc, aujourd'hui, c'est une prérogative de la justice qui est exercée. Il ne s'agit pas d'apaisement ou d'amplification de la crise, mais il s'agit juste du respect de l'état de droit. Maintenant, le jour, ça ne veut pas dire qu'ils sont absous de ceux dont on les accuse. Moi, je ne suis pas procureur, je ne suis pas au fait du dossier, mais ce qui est sûr, le procureur nous dit qu'il y a des éléments tangibles, des éléments concrets qui sont de nature à les poursuivre. Oui. Maintenant, je vais terminer par là, parce que ça, c'est extrêmement sérieux. Les biens de l'État qui ont été brûlés. Quand je dis l'État, c'est la République. La République, c'est nous tous. Nos bus ont été brûlés à Yopougon. Et les instigateurs sont ceux, dit-on, que M. Diokoyi vient de citer. Donc, M. Diokoyi, aujourd'hui, nos enfants ne peuvent pas prendre le bus de Yopougon pour se rendre au campus. Ils ne peuvent pas se rendre au plateau à leurs occupations. Et il y a un groupuscule de personnes qui apparemment ont un lien avec cette affaire. Et M. Diokoyi dit que Mme Zaouli n'a rien fait. Oui, c'est une rhétorique plaisante, mais elle ne me fait pas plaisir, moi. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste dans l'état de droit. Respectons nos institutions, parce que sans les institutions, ni lui, ni nous ne pouvons rester sur ce plateau. Jérôme Dri. Mais est-ce que dit que la libération des 2 députés est un geste d'apaisement? Moi, j'en doute. Et je rejoins un peu ce que Junior a dit. Et Bakayoko, en le disant, a soutenu ce que Junior a indiqué également, que c'est le peuple qui a quelque part forcé la main au procureur pour mettre en liberté provisoire ces 2 députés. Prenons le cas contraire. Si les 2 n'avaient pas été élus, est-ce que cette décision allait être prise? Je ne crois pas. Si Brendoumi et Innocent n'étaient pas élus, je ne suis pas sûr que le procureur aurait pris cette décision. Donc, quelque part, c'est le peuple qui a imposé, quand on veut dire c'est la population qui a imposé cette décision au procureur. Au-delà même de la décision,
incarcérer un député pose le problème de l'immunité parlementaire. Et ça, depuis longtemps, en Côte d'Ivoire, on joue avec ce concept-là. Et en 2019, 2 députés ont été incarcérés, le député Owo et Alain Lobognon. À cette époque, l'Union interparlementaire avait interpellé la Côte d'Ivoire, sur le respect de l'immunité parlementaire qui est consacré par l'article 92 de notre Constitution. Mais pas dans le cas des flagrants délits. Pas dans le cas des flagrants délits. Toi, tu as indiqué tout à l'heure que le procureur a tous les mécanismes pour pouvoir... Et là, le bureau de l'Assemblée n'a pas levé l'immunité. Contrairement à Soro Guillaume, où le bureau de l'Assemblée nationale avait levé l'immunité des 6 parlementaires en 2020, en janvier 2020. Et là, la voie était ouverte pour que ces 6 députés soient poursuivis par la justice. Mais dans le cas de Bendoumi, il n'y a pas eu de levée d'immunité. Et bon, aujourd'hui, d'aucuns applaudissent à cela, mais nous sommes en train d'installer quelque chose de dangereux en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que désormais, l'immunité parlementaire n'est plus considérée. Et au-delà de cela, c'est l'image de la Côte d'Ivoire que nous écorchons. Parce que le député, on ne peut pas traiter un député comme un vulgaire malfrat et l'interpeller à tout bout de champ. Non, ce n'est pas possible. Non, parce que nous affaiblissons. Non, je ne parle pas de tous les députés. Jérôme, terminer rapidement. On va donner la parole à Yacouba. Nous affaiblissons l'Assemblée nationale sans le savoir. Puisqu'aujourd'hui, moi, en tant que citoyen ordinaire, je peux trimballer un député devant la justice. Et cela, faisons attention. Ce que nous installons aujourd'hui, ça peut se poursuivre dans le passé. Et ceux qui applaudissent aujourd'hui, j'espère que Sangaré, qui est très à l'aise pour critiquer, demain, il ne viendra pas critiquer le fait que l'immunité parlementaire est piétinée. Merci de lui donner la parole, Sangaré. Je pense qu'il ne faut pas faire une caricature. Un député, bien qu'il ait une immunité parlementaire, n'est pas au-dessus de la loi. Je pense qu'il y a des dispositions claires. Quand il y a le cas de flagrant délit, on n'a pas besoin de lever l'immunité parlementaire, il peut être poursuivi. Et dans le cas de Bredumi, le parquet a été clair, c'est un cas de flagrant délit. Et dans les cas... Laisse-moi finir. Et dans les cas de flagrant délit, il y a une poursuite par la clameur publique. Quand vous faites une annonce publique, une déclaration, Bredumi a fait des déclarations. Il a demandé aux gens de sortir des marchés, d'empêcher l'élection. Les vidéos existent. Donc, c'est un cas de flagrant délit qui est avéré. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes député que vous pouvez prendre parti, vous pouvez vous engager dans une tentative insurrectionnelle et puis vous pensez que l'immunité va vous protéger. Non, les dispositions de la loi sont claires. Il tombe sur le coup du flagrant délit. C'est pour ça qu'il n'a pas eu de levée d'immunité parlementaire. Et ce qui a été fait, ça a été fait dans les règles des tests de loi. Et le parquet l'a dit et les tests sont très clairs. Donc je pense qu'il ne faut pas traverser. Ensuite, moi je pense que c'est un geste qu'il faut saluer. On peut prendre ça comme un geste d'apaisement. Même s'ils ne sont pas d'accord, ça participe aussi justement dans la décryptation, je vais dire, du climat sociopolitique. Moi, je pense qu'on peut le prendre comme ça. Comme ça, le fait qu'il y ait la libération de ça. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier, avant qu'il intervienne la libération, Bredumi a fait quasiment amende honorable. Il s'est excusé. Non, ça a été un Facebook, un fake news. Pardon, ça a été un fake news. Jusqu'à présent, en tout cas, le concerné n'a pas encore démenti publiquement, jusqu'à ce qu'il sache bien qu'il... Mais il était en prison, il dément comment? Mais il est sorti de prison, il n'a pas encore démenti. Mais les sous-contrôles judiciaires... S'il vous plaît, Jérôme. Non, c'est pas ça. Non, n'allez pas. Donc, il va pas à l'Assemblée nationale. J'ai dit, le concerné n'a pas démenti. Le concerné n'a pas démenti. Donc, je m'en tiens à ce que j'ai lu. Tant que le concerné dément, je peux comprendre. Donc, je vais dire qu'il faut aussi comprendre cela. Ensuite, il parle de libérer les gens. On est dans un état de droit. On peut libérer des gens qui se sont rendus coupables d'actes très graves. Des gens ont voulu incendier la chambre à gaz de Benjerville, transfert de gaz en Benjerville. Il y a quand même eu mort pendant les violences. Il y a eu des dégâts matériels. Qui paye pour ça? C'est ça aussi un état de droit. Donc il faut qu'on comprenne cela. Les gens qui sont rendus coupables d'actes délicieux, qui ont instrumentalisé des jeunes, qui ont orchestré des plans de déstabilisation, il faut qu'ils répondent devant la loi. Oui, donc c'est parce qu'on a consacré l'impunité pendant de longues années. Donc des gens ont cru que quand il y a une période électorale, ils peuvent se permettre tout. Et puis après, au nom du pardon, au nom du dialogue, on va passer ça par perte et profit. Pendant ce temps, le citoyen ordinaire, pour un vol de téléphone, peut prendre 6 mois de prison. Non, il ne faut pas donner le sentiment qu'il y a 2 types de justiciables. Des gens qui sont au-dessus de la loi et des gens qu'on doit juger et qui doivent subir la rigueur de la loi. Et l'état de droit commence par là, fin de l'impunité. Et moi, je pense que l'état est droit dans ses bottes. Bon, je vois Djokovic qui visiblement n'est pas d'accord avec Yacouba. J'écoute nos amis
Après, je ne comprends pas. On dirait que nous avons 2 Côtes d'Ivoire. Mais qui a instauré l'impunité? L'impunité vient du RHDP, du RDR. La crise de 2002 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des morts à Mans, à Guiglo, à Guitrizon. Il y a eu des morts à Boaké, il y a eu des morts à Abidjan, etc., etc. Après, ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo, le soupçonnant d'être le responsable de tous ces morts. Après, on l'a envoyé à la CPI. La CPI a reconnu que ce monsieur n'avait rien fait du tout. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué. Il n'a pas dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué. Donc, ça ne vient pas forcément... Quand c'est le RDR ou bien le RHDP, évidemment, c'est normal. Tout le monde doit être à l'aise, etc., etc. Pascal Zahouri, quelle preuve avez-vous de ce qu'elle a brûlé un bus? C'est ce qu'on est en train de rechercher maintenant. Non, libérez-la. Pascal Zahouri est la suppléante de Michel Gbagbo. Tout le monde sait où elle habite, tout le monde sait où elle travaille. On n'est pas forcément obligé de la mettre en prison pour rechercher ce qu'elle a commis comme acte qui doit la condamner. Il faut la libérer. La prison, ce n'est pas une garderie. Vous comprenez, la justice telle qu'elle est appliquée en Côte d'Ivoire, elle donne l'impression que c'est une justice à double vitesse. Qu'il y a 2 Côtes d'Ivoire, il y a une Côte d'Ivoire bonne, juste, loyale, équitable pour le RHDP. De tous les saints, de tous les malheurs d'Israël, etc., etc. Non, ce n'est pas une bonne façon de faire la justice. Quand on fait la justice, il faut la faire équitablement. Merci, Djoko. Lancez-les. Bon, quand moi j'écoute Junior, j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire a commencé en 2000. Ouais. Ou peut-être au plus tard en 2002. Apparemment, la Côte d'Ivoire devrait être en train de fêter ses 24 ans ou ses 25 ans aujourd'hui. Parce que tout ce qui a commencé en Côte d'Ivoire, c'est en 2000. Depuis l'arrivée du PPACI, enfin du FPI recyclé, est devenu PPACI au pouvoir. Mais en réalité, c'est une méconnaissance. Et moi, je suis embêté parce que tu es en train de travestir l'histoire de ton propre pays. Tu es en train de dénaturer. Tu veux abrutir nos jeunes. Tu nies la rébellion. Tu veux abrutir nos jeunes. Est-ce que tu es en train de nier la rébellion? Donc, je crois que ça... Je crois que... Mais moi, je ne... Ça fait partie de notre histoire. Le coup de feu de 2002, moi, j'attribue ça à l'incapacité de ceux qui gouvernaient à maintenir la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait partie des prérogatives d'un chef d'État. 2002, le violence date d'avant. Le président Fobouani, vous avez 30 secondes pour terminer. Le président Fobouani a subi beaucoup de tentatives de coup d'État. Mais il les a déjouées. Le président Arikona Bédié en a subi. Même en 1994, il en a subi. Il en a déjoué. Donc, vous trouvez normal que le pays soit agressé par des gens? En 99, ça n'a pas été... Il n'a pas eu une bonne j'ai dit 30 secondes. Mais Laurent Gbagbo, depuis, il n'a jamais réussi à contenir tous ceux qui voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais depuis quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir en 2011, il y a eu plus de 100 tentatives de coup d'État. Je te le dis aujourd'hui. Il y a eu plus de 100 personnes qui ont voulu se substituer au président de la République, Alassane Ouattara. Mais il a réussi à les contenir. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. Ce n'est pas ceux qui se promènent et qui sont dans l'incapacité de maintenir l'ordre. Lanciné, c'est comme... Il faut un acte de contrition. Il faut un acte de contrition de votre part. Lanciné, vous avez terminé. Il consacre même les coups d'État. Je n'ai jamais... Non. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, vous faites une réécriture parcellaire de l'histoire. C'est ça. La Côte d'Ivoire ne date pas de 2000. Bakayoko, vous avez terminé. Yacouba, votre tour arrive. Auquel cas, on peut se passer de cela si vous parlez tous à la fois. Oui, merci. Lanciné. On ne veut pas réécrire l'histoire, mais il ne faut pas venir dire sur un plateau ici que non. Essayez même de célébrer ou bien d'embellir le coup d'État qui s'est passé, que ceux qui étaient au pouvoir n'ont pas pu anticiper. Non. Il faut toujours condamner le coup d'État parce qu'à le dire, c'est comme si toi, tu es heureux de ce qu'il y a eu des coups d'État qui ont marché, que ces personnes... Non, j'ai jamais dit ça. Non, il faut éviter ça. Je voulais revenir à un fait. Vous avez 30 secondes pour terminer, Jérôme. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une sorte de criminalisation de la liberté de la presse, de la liberté de la parole en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pour moins de choses, on essaie de calculer... C'est la parole criminelle qui est criminalisée. C'est la parole criminelle qui est criminalisée. Encore une fois, s'il vous plaît. Le jeune Jean-François qu'on a pris à
avant-hier. C'est inutile. Qui a dit quelque chose. Bon, est-ce qu'il y avait matière à donner, à faire de cela une information? Moi, je ne crois pas. Mais je reviens pour dire que si vraiment on veut décrisper la situation politique en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on puisse libérer les prisonniers d'opinion. Parce que le président Ouattara lui-même a dit que on ne doit pas enfermer des gens, à ce discours-là, il a plusieurs fois dit on ne doit pas enfermer des gens pour leur opinion. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Non, des prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion dans ce pays. Il y en a plus de 1000. Alors, monsieur, d'accord. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Yacouba, s'il vous plaît. Un prisonnier d'opinion, c'est qui? C'est selon votre définition, il n'y a pas besoin des gens qui ont exprimé leur opinion politique, ils sont en prison. C'est des prisonniers de droit commun. Vous n'allez pas chaque fois interrompre. Si on veut décrisper la situation, je pense qu'il faut libérer tous ces 1000, 2000 personnes qui sont... Merci, Jérôme. Ça va décrisper la situation. Merci, mais Jérôme. Libérer deux députés, parce que le peuple a forcé la main, et puis brandir cela comme la décrispation. Moi, je ne crois pas. Merci, Jérôme. Moi, je voulais dire deux choses. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Ce sont des... On ne s'entend pas finalement sur la définition de cela. Mon analyse, il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Des gens se sont rendus coupables d'actes délicieux. Ils ont enfreint la loi, ils doivent répondre devant la loi, et c'est pour ça qu'ils ont été interpellés. Deuxième chose, il parle de la liberté d'expression. Mais attention, la liberté d'expression ne vous donne pas le droit de dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous avez le droit de vous exprimer que vous devez calomnier des gens, vous devez porter atteinte à l'intégrité des gens, porter des accusations sans preuve contre des individus, d'honnêtes citoyens. Non, votre liberté ne vous donne pas ce droit. Donc il faut qu'on fasse il faut qu'on évite l'amalgame. Ce n'est pas parce que vous avez la liberté de vous exprimer que vous devez tout vous permettre. Donc on sanctionne quelqu'un qui porte des accusations sans preuve contre des gens, et puis vous trouvez qu'on les empêche de s'exprimer. Non, moi je m'inscris en faux contre ça. Et tout ça, c'est encadré par la loi. Avant de s'exprimer, la loi le dit. Si vous diffamez quelqu'un que la personne porte plainte contre vous, on va vous poursuivre. Jean-François, il a porté plainte contre lui? Mais il crée des troubles. Mais il va se mettre sur une place publique. Il crée des troubles. D'abord, première chose. Je termine sur une question. Dans le fond même de l'affaire Jean-François, moi je sors de l'émotion. Dans le fond, est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il avance? Non. Parce qu'après, d'abord même avant, il ne s'est pas renseigné. Ça fait mal. Moi, je constate qu'il agit naïvement. Parce qu'avant que le concours n'ait eu lieu, il y a eu des communiqués de la fonction publique pour expliquer que c'est un concours interne. S'il avait lu les tests avant, il n'aurait pas fait cette déclaration. C'est naïvement, peut-être sous le code d'émotion, il voulait faire une buzz politique. Mais on ne joue pas avec ça. Parce que... Non, 2 minutes. Non, je vais dire, deuxième chose, je dis dans le fond, il a mal agi. Ne le couvrez pas. Et l'honnêteté dédiée au jeune homme a... Tu as mal agi, tu t'es pas renseigné, ce que tu as dit n'est pas vrai, parce qu'il y a eu un communiqué qui a bien expliqué. Tout ce qu'il a dit est faux. Ce n'est pas un concours fermé en tant que tel, où on a exclu des gens, ce n'est pas vrai. C'est un concours interne à la fonction publique. Et le concours interne à la fonction publique existe depuis la nuit des temps. Donc rien n'a été inventé. La moindre des choses, avant de se prononcer sur un sujet, si on veut avoir du crédit, c'est de s'informer, c'est de se renseigner. Et quand on porte la parole comme ça, et cette parole a du crédit parce qu'on argumente. Mais aller se répandre sur du faux en essayant de manipuler l'opinion. Ça, c'est condamnable. Dans l'agitation. Et ça, c'est condamnable. Il a mal agi. Et vous pouvez plutôt plaider pour qu'on le libère, ne le défendez pas. Il a mal agi. Et l'honnêteté de le reconnaître. Jérôme, allez-y. C'est encadré. Non, moi, je suis peut-être d'accord avec ce que je dis. Mais tout est encadré par la loi. Donc, faisons les choses dans les règles de l'art. Parce que, Militari, on va prendre quelqu'un comme ça. Même ceux qui sont dans les sacs. Ils manifestaient. Les prisons d'opinion qui sont aujourd'hui à la MACA, les jeunes du PDCI. Il y a un qui était, par exemple, à un séminaire, dans une institution, il l'a attrapé en plein séminaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une procédure où on convoque la personne ne vient pas. Non, c'est toi qui dis, c'est encadré par la loi. Nous, on veut que cela soit encadré par la loi. Ça donne le sentiment que c'est des enlèvements qu'on fait. C'est ce que nous demandons. Est-ce que tu sais que s'il y avait une convocation qui lui a été adressée, tu ne sais même pas. Tu n'as même pas tous ces éléments d'information et tu juges. Tu donnes l'impression que nous sommes dans un état policier où il n'y a pas de règles, on va prendre quelque chose, c'est pas possible. Il y a une procédure. La police n'intervient pas tant qu'il n'y a pas de procédure en tant que telle. Tu n'as même pas tous les éléments. Yacouba, s'il vous plaît. Jérôme, s'il vous plaît. Djokovic, 30 secondes. Je le disais, la façon dont Pascal Zaouli a été interpellé à la manière Trump, là, ça donne l'impression que tout n'est pas encadré en Côte d'Ivoire par la loi. On a comme l'impression qu'il y a une justice parallèle qui peut attraper quelqu'un, faire n'importe quoi. C'est ça qu'on dénonce. Si la loi était... Moi, par exemple, pour ce jeune dont vous parlez,
Quand on connaît quelqu'un, quand on connaît son domicile, on peut le voir. On n'est pas forcément obligé de l'attendre. Après, on peut lui envoyer une convocation, on peut le convoquer, l'entendre. Ça, c'est encadré par la loi. Mais aller attraper les gens comme ça, Manu Militari. Jérôme, s'il vous plaît. C'est injuste, ce n'est pas bon. Et ça, il faut que ça change. Il faut que vous nous aidiez, vous qui parlez aux membres du gouvernement ou au plus haut. Il faut que vous nous aidiez à demander à ces personnes-là d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mais quand on dit... Merci Djokoui, mais c'est l'enseigne qu'on n'a pas entendu sur la question. Rapidement, 30 secondes. Je pense que nous sommes... Vous êtes en train de faire injure ici au procureur de faire son travail. Parce que vous dites, mais attendez, vous dites qu'on aurait dû adresser une convocation. Je ne suis pas en train de vous livrer au procureur, mais je crois qu'il faut que chacun reste dans son rôle. Non, mais on a l'air... Chacun reste dans son rôle. Parce que si on était aussi dans un état policier, un état gangster, ce que vous dites là, normalement, vous ne sortirez pas d'ici. Mais c'est parce que nous sommes... En principe. Mais non, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas une menace. Monsieur, ce n'est pas une menace, je vous rassure. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi le RADP... Pas du tout. Vous êtes libre. D'ailleurs, le club de la presse existe. Et vous êtes libre sur le plateau, comme ce soir. On ne peut pas... La liberté de ton qui est utilisée à cette émission prouve qu'il y a la liberté d'expression. Prouve déjà que nous sommes dans un pays de liberté, mais on ne peut pas être dans un pays de libertinage, non. Il y a une liberté d'expression, mais après, maintenant, ce jeune homme dont vous parlez, l'interpellation fait partie des procédures, Parce que quand quelqu'un est pris en flagrant délit, pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, la main dans le sac, d'accord, on le prend, on s'en va lui demander des comptes. Merci. On n'a pas besoin de donner des convocations. Donc je crois merci, Lansine Bakayoko. Le procureur est dans ses prérogatives et il est en train de protéger l'ensemble de tous les Ivoiriens, y compris vous qui êtes ici. Merci, Lansine Bakayoko. Jérôme Dri, merci. Merci à Yacouba Sangaré, Jean-Victor Chidjo Djokoui. Mais c'est vous qui me faites rire, on va finalement. Merci, messieurs. On a été heureux d'être là, évidemment, mais on se retrouve dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. C'est terminé.